Aujourd'hui, nous allons, dans cette sixième et dernière séance, conclure. L'exercice de la conclusion n'est pas un résumé, mais une tentative de réponse aux questions que nous avons posées en introduction. Les questions sont simples, les réponses ne le sont pas, mais la question est simple. Comment les architectes peuvent participer à l'effort de relever les enjeux du monde actuel? On avait listé la question de la biodiversité, du climat, l'accès aux ressources naturelles, la démographie, tous ces enjeux-là, sur lesquels je ne reviens pas évidemment, on en entend parler aux informations toute la journée. Nous avons, au cours de ce cours sur l'économie circulaire, émis 3 hypothèses dans 3 champs différents. Je rappelle les champs, écologie industrielle, recyclage et économie sociale et solidaire. Dans la première, s'agissant de l'écologie industrielle, nous avons émis l'hypothèse qu'un des acteurs de l'écologie industrielle pouvait être une séquence de la biosphère, et non pas l'écologie industrielle s'exerçant dans l'environnement en tant qu'espace. Dans le domaine du recyclage, nous avons émis l'hypothèse que la figure cyclique de l'écologie industrielle était la même, mais ne s'exerçait pas dans le champ de l'espace, mais dans le champ du temps, et que le conjointement, si je puis employer ce terme, entre l'écologie industrielle et le recyclage formait un espace-temps qui donnait finalement une définition actualisée à l'architecture. Et la troisième hypothèse était dans le champ de l'économie sociale et solidaire, de dire que ces architectures circulaires, si je puis dire, pouvaient échanger entre elles pour former la matrice de notre monde à créer. Voilà, si je peux résumer nos 3 hypothèses qui tentent de s'articuler entre elles. La première hypothèse parlait d'espace, de flux et d'espace. La seconde parlait de stock et de temps. Et la troisième, finalement, parlait de morphologie ou d'organisation politique de ces architectures entre elles. Finalement, nous avons tenté d'esquisser une sorte de cosmologie terrestre dont la théologie tenait autant d'enchaînements historiques que de réalités économiques. Nous étions partis sur l'idée que l'économie linéaire n'était pas intangiblement l'économie dans laquelle nous nous situerions en tant qu'architectes, mais pouvait se présenter comme une parenthèse historique, par exemple, donnons des dates, 1750-2050. Nous sommes aperçus également que cette économie circulaire était aujourd'hui quasi invisible, puisqu'évidemment les exemples sont très peu nombreux ou partiels. Dans le domaine du recyclage, on connaît certains exemples. Dans le domaine de l'écologie industrielle, nous en avons donné aussi. Et puis, prudemment, nous nous sommes situés hors champ de l'anticipation architecturale, parce qu'on sait qu'elles sont souvent invalidées à la suite. Même quelqu'un comme Rem Koolhaas, que vous connaissez bien, dans son livre le plus connu, New York Délire, s'en est tenu à un manifeste prudemment rétroactif. Voilà, nous en sommes arrivés là. Maintenant, tout ça est très abstrait et assez désincarné, même si on a essayé de donner des exemples. Pour essayer d'incarner ça un peu en tant qu'architecte, il faudrait que nous trouvions quelque chose d'assez simple et qui parle à tout le monde, et qui parle tant aux architectes qu'aux usagers de l'architecture. Et il m'est venu à l'idée que de parler des odeurs pouvait être ce média-là, en quelque sorte. Parce que les odeurs ont plusieurs particularités. Bon, c'est un des 5 sens, comme vous le savez. Par ailleurs, c'est quelque chose qui reste très longtemps en mémoire. On dit que c'est quelque chose qui reste plus longtemps encore que la mémoire visuelle ou auditive. Et j'ai pris des exemples qui peuvent être un petit peu naïfs, mais qui finalement parlent. À propos d'odeur, j'ai tenté de décrire dans mon ouvrage
les odeurs qui constituent une maison en Île-de-France, une maison, disons, mi-19e en Île-de-France, et je les compare aux odeurs des logements actuels contemporains que nous produisons. Je vais être obligé de citer, parce que je ne connais pas de mémoire, toutes les odeurs que j'ai pu recenser, qui sont innombrables, mais je vais en donner quelques-unes. Sur cette maison d'Île-de-France, on peut y sentir, en ouvrant la porte, le parquet chauffé par le soleil, les cendres de la cheminée, la cire d'abeille, le savon noir, le savon de Marseille, le savon d'Alep, la fonte humide, le vinaigre blanc, le plâtre mouillé, la terre battue de cave, le linge lavé, le salpêtre, les odeurs de garde-manger, etc., etc. On peut aussi y sentir le vernis froid, le tissu d'ameublement, la teinture, la bougie. Vous pouvez faire une liste longue comme le bras de toutes ces odeurs qui se mélangent. Maintenant, si je fais le même exercice sur le logement contemporain, en ouvrant la porte, visitant ce logement neuf, on pourrait y sentir les odeurs de la décomposition du polychlorure de vinyle, dû au rayonnement solaire, l'huile 3 en 1 des mécanismes des volets roulants, les cols des parquets flottants, des moquettes en dalle, des bois reconstitués ou des papiers gaufrés des murs, l'emballage par bâche plastique des matelas chauffés dans des conteneurs venus de Chine, les peintures acryliques, les plaques de plâtre, le béton mouillé, le mortier de pose, la serrurerie en plastique dur, l'acier galvanisé, l'enduit industriel, le souffle empoussiéré des convecteurs. Et là aussi, je pourrais m'étendre, quoiqu'à mon avis un petit peu moins longuement que sur le premier cas. Évidemment, l'exemple est un petit peu outrancier et à l'évidence partiale, mais de ce que j'ai pu vous citer, je pense que ce sont des choses qui, par expérience personnelle, vous avez dû probablement vivre. Maintenant, la question, c'est quelle serait l'odeur du logement du futur? Si je dis en économie linéaire, on est à une parenthèse, il faudrait que j'arrive à savoir quelles seraient les odeurs de cette architecture circulaire, finalement. Alors, l'exercice est évidemment un exercice d'imagination, mais je vais faire un petit comparatif, comme je l'ai fait dans mon cours, entre économie linéaire et économie circulaire, en donnant 3 petites odeurs qu'on peut imaginer provenant de tel ou tel modèle. Dans l'économie linéaire, on entendrait ou on sentirait le champ magnétique des micro-réseaux énergétiques, le grésillement des dispositifs d'hyperconnexion et le crépitement des photons réfléchis par les parois translucides. Dans une maison d'économie circulaire, si je puis dire, on sentirait les effluves de terre mouillée charriés par la ventilation naturelle, celle des pâtissons qui finiraient de mûrir sur des planchers en bois, ou celle des cloisons de distribution maintes et maintes fois réutilisées. Là aussi, c'est un petit exemple un peu outrancier pour montrer que, et finalement de manière assez simple, pour montrer que nous sommes à un point de bifurcation de notre histoire où vous-même mettrez en œuvre ces choix, ce seront vos choix. J'ai fait une animation d'un petit atelier pour le centre de la transition écologique qui se trouve à Forges, au château de Forges. Et j'ai posé la question, je crois que vous en avez reparlé, mais j'en reparle parce que ça illustre très bien ce que je viens de dire là, à un certain nombre de scientifiques. Si vous choisissez un architecte dit écologique et que 2 architectes vous tiennent un discours radicalement différent, le premier sur la maison high-tech et le deuxième sur la maison low-tech, lequel allez-vous choisir? On en est, à mon sens, à ce point de bifurcation. Et les avis étaient assez partagés dans ce domaine. Si on revient un peu au présent, au jour d'aujourd'hui, je peux vous recommander la lecture d'un architecte qui a écrit un ouvrage qui est tout à fait intéressant sur j'ai plus la référence, c'est sur les déchets, l'architecte et les déchets, je crois, ou la poubelle et l'architecte, je crois, ça s'appelle comme ça. Et il a parlé de tiers-village, qui est évidemment une référence au tiers-paysage de Gilles Clément. Et c'est un ouvrage qui est intéressant, qui donne un peu une sorte de zoom sur cette matrice d'architecture circulaire. Voilà, en tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. Et nous avons aussi des exemples historiques d'organisation assez proches de ce modèle-là. Moi-même, j'ai eu l'occasion de visiter le quartier de Christiania à Copenhague, qui est un quartier très ancien maintenant, qui date des années 68.
Le quartier de Sausalito à San Francisco aussi, quartier lacustre, et évidemment le très célèbre quartier Kreuzberg à Berlin. J'allais dire que Paris avec les grands voisins donne un peu une illustration aussi de ce que ça peut donner. J'avais parlé assez longuement durant le cours d'économie circulaire sur l'exemple de Montmorency qui se tenait un peu à l'écart du Grand Paris. Et c'est un exemple qui est assez intéressant parce que c'est un exemple qui est très proche de... En fait, c'est une commune qui est très proche de Roissy, de l'aéroport de Roissy. Et là, on a vraiment une confrontation presque frontale entre une économie linéaire et une économie circulaire telle qu'elle commence à s'installer dans ces communes-là. On peut citer par exemple l'opposition entre le projet du T4 de l'aéroport de Roissy avec le projet alternatif à Europa City, qui est le projet Karma, de ce collectif pour le triangle de Gonesse. Si ça vous intéresse d'aller y jeter un œil, c'est vraiment une réflexion, pour ne pas dire un combat, qui est extrêmement actuel. Si je reviens un petit peu plus précisément sur ces architectures circulaires en tant que dispositif, à Montmorency, j'avais cité 3 exemples. Un apiculteur en lien avec une association, un lieu, bon, je ne reviens pas sur ce que j'ai dit. Des jardiniers amateurs, mais au sens qu'ils sont en train d'inventer un nouveau modèle de territoire cultivé. Et puis cette grande brocante de bénévoles, la plus grande d'Île-de-France. Ce qu'il faut retenir au-delà de ces cas d'organisation, c'est leur indépendance, voire leur extrême prudence par rapport au pouvoir public ou même à l'organisme de tutelle. Ça veut dire qu'une gouvernance est à réfléchir. J'ai eu l'occasion d'y réfléchir quand j'étais invité par un collectif d'étudiants à Sciences Po, et notamment le rôle des institutions publiques dans les rapports que ces institutions ont avec toutes ces architectures circulaires. Est-ce qu'elles jouent un rôle de facilitateur, de média, de relais? Est-ce qu'elles ont une action de levier ou de régulation? Voilà. Est-ce que la communauté de communes est la bonne institution pour gérer toutes ces architectures? On pourrait plutôt parler de communauté d'architecture, ce qui nous amène à réfléchir à cette gouvernance-là. J'ai un peu parlé de mon ouvrage sur l'écologie au sens où j'avais suggéré 3 lieux de cette cosmologie, les anneaux, les matrices et le plugin entre les deux, qui correspondaient à des gouvernances tout à fait différentes. Donc pour la plus grande échelle, l'échelle européenne, disons, une gouvernance fondée sur une expertocratie type GIEC, à condition qu'elle soit contrôlée démocratiquement. À l'inverse, au niveau ultra-local, une gouvernance plus liée sur la jurisprudence, un peu à la manière de Detroit à Chicago. Et entre les deux, des politiques qui jouent parfaitement leur rôle de négociateurs ou de médiateurs entre différents intérêts qui s'affrontent à cause de la densité des infrastructures qui commencent à pénétrer très densément la métropole. On voit, pour tenter de répondre aux questions que nous nous sommes posées, que nous sommes dans des territoires qui sont parfois très disloqués par la cohabitation entre une économie ultralibérale mondialisée, le T4 de Roissy, et des économies sociales et solidaires qui prennent une tournure actuelle qui s'éloigne de plus en plus de leur tutelle ou de leur rôle de supplétif à l'économie mondiale pour acquérir ce dispositif, cette forme de disposition. On avait parlé de groupe de formes tel que nous l'avons décrit. À l'heure actuelle, le territoire français est confronté à une question, pour donner un exemple, à une question entre soit la congestion de la métropole hyperdense, type Grand Paris, avec les problèmes qu'on a vus d'infrastructures et de saturation des infrastructures, soit au contraire une désertification du territoire, à l'opposé,
Voilà. Et ce constat, qui a évidemment des inconvénients majeurs dans les deux cas, peut, il me semble, être dépassé, en tout cas relevé, par cette cosmologie terrestre, si je puis dire, dont nous avons donc précisé une morphologie plus finement. Voilà ce qu'on peut dire quant à la conclusion de notre cours d'un point de vue formel. Maintenant, il faut en tirer, si on accepte cette organisation-là, il faut en tirer, j'allais dire, une morale, la morale de cette nouvelle architecture. Que la morale, le mot est pas un peu fort, mais des conséquences, et puis des choses, enfin des éléments beaucoup plus concrets en termes de conception. C'est ce que vous allez faire la semaine prochaine en m'expliquant vos propres projets à ce sujet. Alors, les conséquences pour l'architecture. Il me semble que ces dispositifs-là, cette organisation, a 4 conséquences sur ce qu'on pense habituellement, comment on pense habituellement l'architecture. Premièrement, ça donne à l'architecture une définition plus actuelle, plus actualisée, disons. Pourquoi elle est plus actualisée? Tout simplement parce qu'elle veut bien s'affronter à la question de la transition écologique. Pas seulement de manière palliative ou cosmétique, mais vraiment en proposant une pensée spécifiquement architecturale à la question de la, j'allais dire, pas la transition écologique, mais la transformation écologique. Donc une définition actualisée de l'architecture, premièrement. Deuxièmement, une définition étendue. Et pourquoi étendue? Parce que cette architecture se déploie clairement dans le champ de l'économie et également dans le champ de l'écologie par l'utilisation de séquences de la biosphère, comme j'ai pu l'indiquer dans le premier cours. Donc deuxième conséquence, c'est une définition étendue de l'architecture. Voilà, l'architecture n'est plus seulement un bâtiment, c'est quelque chose qui est plus général que le bâtiment. Troisièmement, une définition déplacée, c'est-à-dire légèrement de côté par rapport à ce qu'on a l'habitude de comprendre de l'architecture. Elle s'insère dans un réseau d'infrastructures humaines et productives, alors qu'on la confine, comme je l'ai expliqué dans le cours sur l'économie circulaire, à un design décapotage nécessaire pour faire passer la pilule, j'allais dire, de ces espèces de mécanismes à transformer des flux. Je donnais l'exemple d'une gare du Grand Paris. Et enfin, une définition précisée de l'architecture, en ce sens qu'elle intègre clairement le vivant dans sa constitution. J'ai employé le terme de écologie industrielle hybride, en espérant qu'un jour, le caractère hybride deviennent superfétatoires et qu'on parle simplement d'écologie industrielle ou d'organisation économique de nos territoires. Finalement, une autre manière d'éditer, si je puis dire, une morale contractuelle, à la suite de ce que nous avons dit, je pourrais le faire à la suite des travaux des philosophes allemands Hans Jonas et Günther Anders, comme je crois l'avoir fait déjà auparavant. Donc Günther Anders qui dit il est difficile de philosopher pareillement aux grands philosophes du passé depuis la bombe. Et deuxièmement, Hans Jonas a essayé, dans son livre Principe responsabilité, de voir quelle était la responsabilité de cet homme moderne en quelque sorte. Si on veut, comment dirais-je, aller dans ce sens-là, nous pourrions dire donc que notre économie circulaire nous engendrerait de 3 principes. 3, enfin bon, on peut en imaginer d'autres, mais en tout cas 3 principes. C'est premièrement préserver la biosphère pour un architecte. Alors évidemment, ça peut sembler complètement évident dès qu'on parle d'écologie de préserver la biosphère. Mais ce que nous avons expliqué, c'est que premièrement, nous sommes solidaires de cette biosphère. J'allais dire, la chambre à part n'est pas possible. Le divorce est impossible entre la biosphère et nous. C'est ça que ça veut dire préserver. Ça ne veut pas dire forcément sanctuariser, ça veut dire l'emmener avec nous
ou qu'elle nous emmène avec nous, peu importe le sens, vers un horizon qui soit un horizon salvateur et pas destructeur. Donc c'est préserver la biosphère. Pas de sanctuarisation, mais une séparation impossible. Deuxième principe, si c'est possible, conforter le métabolisme naturel du monde. Alors est-ce que c'est possible de dire... Alors je ne dis pas améliorer le métabolisme, hein, mais parce qu'améliorer la nature, je ne vois pas très bien ce que ça pourrait vouloir dire. Mais conforter le métabolisme naturel, ça veut dire que chaque fois que vous construisez, eh bien, non seulement vous ne détruisez pas, mais vous confortez ce métabolisme. Je donne un exemple. Si vous voulez parler de génie civil, ça n'est pas la question qui se pose, c'est quelle écologie pour le génie civil, mais quel génie civil pour l'écologie. Vous renversez la question. Si je dis quelle écologie pour le génie civil, je dis, eh bien, je vais construire des ponts en bois plutôt que des ponts en béton. Mais si je dis quel génie civil pour l'écologie, je dis le barrage de régulation de la baie du Mont-Saint-Michel est une entité, forme un élément indissociable d'une économie circulaire de cette baie-là. Et c'est donc renverser la question. C'est-à-dire, pas construire d'abord pour l'anthroposphère, mais construire pour le couple indissociable entre les deux, et à défaut, pour conforter ce métabolisme naturel, ce qui est précisément le cas du barrage de régulation de la baie du Mont-Saint-Michel. Et enfin, et non des moindres, c'est rembourser, donc il y avait préserver, conforter, et rembourser notre dette à la biosphère. Comme vous le savez, la réconciliation, elle passe par l'apuration des comptes. Or, depuis 3 siècles, force est de constater que nous avons créé une dette vis-à-vis de la biosphère extrêmement importante. Il y a, je crois, aujourd'hui même des assises de la biodiversité à Paris qui font le constat assez dramatique de la disparition d'un certain nombre d'espèces, d'un grand nombre de disparitions d'espèces. On parle souvent des insectes, des oiseaux, ce genre de choses. Donc il faut solder et remettre les compteurs à zéro, si c'est possible, évidemment. Ça veut dire que inventer le monde ou réinventer le monde, comme on voit parfois ce titre-là pour des opérations d'urbanisme, réinventer Paris, réinventer la Seine, réinventer je ne sais quoi, ça commence par une procédure de remboursement. Et là, on est clairement, comme je le disais tout à l'heure, dans une bifurcation historique, à mon sens, majeure, qui est un rendez-vous pour moi, mais aussi pour vous, à mon avis, important à honorer. Ça veut dire qu'on peut avoir différentes stratégies pour comment dire, aller dans ce sens-là, emprunter cette bifurcation dans un sens souhaitable, et créer une architecture soit de dernière génération, si je puis dire, une architecture de la transition, soit une architecture de première révolution, si je puis dire, qui serait cette architecture du XXIe siècle, en attendant celle du XXIIe. Cette morale a aussi un intérêt pour nous, c'est de nous faire une idée sur la valeur morale, je dis bien, alors là pour le coup j'emploie le terme, valeur morale de grands projets dont nous entendons parler autour de nous. Et les grands projets que je vais donner un exemple ne sont pas à prendre blanc ou noir, c'est-à-dire tout ce que je vais vous citer sont des choses terribles, mais justement, maintenant, il me semble j'espère vous donner plus d'outils pour vous faire une idée sur la valeur de projets comme l'aéroport de Notre-Dame-de-Landes, je parlais du T4, d'Europa City, du Triangle de Gonesse, de la ligne Lyon-Turin, du barrage de Sivens, tous ces grands projets dont nous parlons, finalement n'importe quel projet. La valeur culturelle et humaine et économique d'une tour à la Défense, fût-elle dessinée par un architecte international. Je vais terminer mon propos en donnant un exemple, plutôt en portant mon regard maintenant sur une situation qu'on connaît bien, qui est la situation européenne. Et en plus, c'est tout à fait d'actualité, puisque les élections européennes sont dans quelques semaines. Alors pourquoi j'ai choisi l'Europe? Alors d'abord parce que moi je suis européen, et donc c'est un des continents que je connais le mieux. Ensuite, c'est un continent qui a une taille suffisante pour voir si
cette architecture a un sens, c'est pas juste, comme dirais-je, quelque chose qui pourrait fonctionner comme une île, par exemple. J'ai entendu l'île de El Hierro, je crois, si je ne me trompe pas, qui énergétiquement a trouvé une solution, mais évidemment c'est une île, donc je ne dis pas que c'est plus facile, mais ça a moins la valeur d'exemple. Ou même Porto Rico, après la grande tempête, et qui est très bien décrit par le bouquin de Naomi Klein. Donc un continent suffisamment vaste. En plus, c'est un continent qui est ouvert au sens où il se raccorde par la Méditerranée au continent africain et par l'Eurasie par voie terrestre. Vous avez sans doute entendu parler des routes de la soie construites, initiées par le gouvernement chinois. C'est par ailleurs un continent qui est extrêmement contrasté géographiquement. Il y a un linéaire de côte très important, il y a des montagnes anciennes et des montagnes jeunes, il y a un grand nombre de fleuves, dont des fleuves importants. Enfin, vous savez tout ça. Ça veut dire qu'on est dans un ensemble potentiellement complexe et que tout notre propos peut voir comment il affronte cette complexité. Et puis politiquement aussi et humainement, vous savez que toute l'histoire, puisqu'on a parlé de temps et donc d'histoire, toute l'histoire du continent européen a été très fortement chahutée, même si ces derniers demi-siècles s'est un petit peu calmé. Je voudrais citer Braudel à ce sujet, pour donner juste un exemple politiquement de la complexité du continent européen, qui a dit « La stricte application du principe des nationalités en Europe aurait conduit à faire éclater en plus de 120 États. » Alors on voit bien qu'on est là dans une espèce de patchwork, mais patchwork qui va justement nous servir parce que c'est ce monde coloré que nous cherchons, l'anti-ville générique décrite par Coulas. Et puis, dans l'actualité aussi, un certain nombre de faits qui, là aussi, doivent nous interpeller, puisque nous avons parlé de temps et d'histoire, des flux migratoires humains importants, des infrastructures en plein développement ou en pleine confortation, si je puis dire, et puis, évidemment, ce récit historique suffisamment dense, le Brexit en étant un des derniers avatars. Si nous prenons cet exemple de l'Europe, on pourrait dire finalement qu'avec du recul, que l'Europe a connu trois grandes périodes historiques de l'Antiquité à nos jours. Une première période qui va de la fin de l'Antiquité jusqu'à la mi-9e siècle, si je puis dire, c'est-à-dire le haut Moyen-Âge, où l'Europe a connu une période climatique froide, des grandes migrations de population et, grosso modo, une organisation territoriale qui s'est fondée sur le distinguo romain entre l'Agère et le Saltus, c'est-à-dire respectivement l'espace dévolu à l'agriculture et à celui de l'élevage. Voilà. Et finalement, l'Europe se voyait comme un archipel, donc à la fin de l'Antiquité, jusqu'au haut du Moyen-Âge, comme un archipel de micro-populations organisées sur ces principes-là. Puis, si nous nous en référons au climat et à l'histoire, une deuxième période, qui a duré à peu près 6 siècles, qui va du mi-9e au mi-14e, le fameux siècle de tous les malheurs en Europe, où là, on a vu néanmoins, avant cette période néfaste, un réchauffement du climat, une amélioration des techniques, la construction de Notre-Dame en atteste, des villes qui s'organisaient autour d'abbayes, de cathédrales ou de marchés dans l'enceinte médiévale, et de ce fait, ou corollairement, ça je ne sais pas, je ne suis pas démographe, l'explosion de la population européenne, juste avant la Grande Peste. Et donc un lien entre l'agriculture et la cité qui a organisé littéralement ce territoire. Troisième période, qui va globalement du début du XVe jusqu'à nos jours, qui coïncide avec une petite ère glaciaire, c'est-à-dire un refroidissement du climat, et un certain nombre de faits, alors qui nous sont plus proches et donc qui sont faciles à décrire, le développement des voies commerciales, une économie fondée sur des outils financiers, des révolutions énergétiques. Alors si on les cite, la vapeur, l'électricité, les hydrocarbures et le nucléaire, un exode rural
et l'émergence de mégalopoles, ou d'hypermétropoles, si vous voulez. Voilà, si je voulais très très grossièrement, les historiens ne seraient pas contents de ce résumé grossier, 3 périodes du développement de l'Europe depuis l'Antiquité. La question c'est, et quelle serait cette 4e phase? Si nous pensons transition écologique ou transformation écologique, si nous pensons que les enjeux sont maintenant des enjeux liés au climat, à ces nouvelles migrations, à la question de l'accès aux ressources, on se doute bien, comme je viens de le décrire, que nous pouvons tout à fait rentrer dans une 4e phase qui ne serait donc pas la prolongation de cette 3e phase. Ce que pourtant nous voyons autour de nous. On voit des tours continuer à se construire, on voit des infrastructures continuer à se développer. Voilà. Mais un certain nombre de signes nous font dire qu'une 4e phase est peut-être en train d'éclore. Évidemment, pour les architectes, c'est extrêmement important de savoir si on est à peu près en phase avec ces nouvelles contingences ou pas. Si je devais décrire cette 4e phase, je dirais que nous assistons à un changement climatique. Alors, je ne rentre pas dans le débat sur le changement climatique, mais c'est quand même quelque chose maintenant d'assez admis. Deuxième grand facteur qui nous distinguerait de la 3e phase que j'ai précédemment décrite, l'élévation de l'espérance de vie, et donc le quasiment doublement de la population mondiale, et probablement les grandes migrations qui vont l'accompagner. Troisièmement, un certain nombre de conditions écologiques qui fait qu'on ne serait plus dans la même phase, à savoir la question de l'accès aux ressources naturelles, la question de l'énergie, la question de la biodiversité, qui interroge très fortement évidemment l'architecture. Rien que ces 3-là, évidemment, constituent déjà un bouleversement assez profond de l'architecture. Et enfin, une phase que vous connaissez aussi bien, c'est le développement de l'outil numérique. Alors là, je ne le décris pas, mais Internet, l'intelligence artificielle, le big data, la massification, l'accès aux réseaux de communication, qui là est clairement une évolution disruptive, comme on dit. Alors, disruptive, ça veut dire qui était imprévisible et qui tout d'un coup se présente à nous de manière irrémédiable. Elle ne se situe pas dans ce n'est pas la conséquence d'un mouvement lent, si vous voulez. Et donc il est assez difficile de croire que l'architecture, que le métier de l'architecte, que la question qui nous intéresse dans cette école ne soit pas très fortement interpellée par le fait de se situer dans un contexte avec, comme je l'ai dit, des changements majeurs, changements climatiques, démographiques, écologique et numérique. Ce qui veut dire que si nous nous situons dans le cadre l'exercice de notre métier dans le cadre européen, qu'on pourrait, à mon sens, à mon avis, un peu élargir au-delà de l'Europe, j'entends qu'on pourrait imaginer que l'autre versant du bassin méditerranéen soit inclus dans cette vision-là, comme ça l'était sous l'Antiquité d'ailleurs, eh bien, si nous nous situons dans cette situation est finalement, même si elle a vocation à l'universalité, a quand même des spécificités par rapport à d'autres continents auxquels j'appliquerais la même démarche. J'entends par exemple le continent nord-américain, avec la question du gaz de schiste. On se demande si les Américains ne sont pas en train de s'effondrer sur eux-mêmes à force de forer finement. La question du continent asiatique, et notamment chinois, avec la question de la pollution, de la pollution atmosphérique et de toutes les pollutions d'ailleurs. Donc chaque continent est interpellé, très fortement interpellé par ces questions-là, comme vous le savez. Je voudrais conclure en disant que des urbanistes encore actuels, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, notamment Paola Vigano et je voudrais citer Bernardo Secchi,
On réfléchit à justement quelle était cette spécificité européenne de l'urbanisme européen par rapport aux autres continents. Et globalement, ce qui ressort de leur ressenti, c'est que quand ils vont dans d'autres continents, ils s'affrontent à des échelles qui rendent presque l'Europe presque petite finalement. Des villes de 30 millions d'habitants, des questions qui sont gigantesques, des questions économiques et démographiques absolument gigantesques, mais, et donc avec des solutions qui ne sont pas forcément les nôtres, quand je dis les nôtres européennes, mais il semble que les contacts qu'ils prennent avec d'autres urbanistes révèlent que leur qualité d'Européens et d'urbanistes européens, notamment sur les questions que j'ai soulevées, entraîne un certain intérêt, université n'est peut-être pas le mot que j'emploierais, mais un certain intérêt, et qu'ils soient dans un double sens, ils semblent être dépassés par la petitesse des questions européennes quand ils s'affrontent aux questions des autres continents, mais néanmoins, la culture européenne, dont j'ai parlé depuis grosso modo l'Antiquité, la culture européenne continue d'apporter un certain nombre de réponses. L'objectif de ce cours était de montrer que l'économie circulaire pouvait être de ces réponses-là, même si elles ne sont pas spécifiquement européennes, pour passer d'un monde en thérapie, si je puis dire, à un monde beaucoup plus coloré, qui garde ces spécificités continent par continent qui leur sont propres, chaque solution leur sont propres, pour, comment on pourrait dire ça pour terminer, pour constituer une espérance et non pas une désespérance comme on peut la connaître aujourd'hui. C'est donc sur ce message d'espoir que je terminerai cette intervention et ce cours en vous remerciant. Avez-vous des questions ? On a terminé, merci.